Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Aujourd'hui, je suis très honorée et très heureuse de recevoir dans Provoque le moine Shaolin Nyan Yu, alias Michael Renaud. Michael ne fait pas les choses à moitié. Il n'a peur de rien et sait travailler dur pour obtenir ce qu'il rêve de vivre dans sa vie. Il aimait le BMX et est devenu champion du monde. Puis ce sont les arts martiaux qui l'ont conquis. Il s'est entraîné dur chaque jour et pendant des années pour devenir moine Shaolin. Un objectif qu'il a atteint puisqu'il a été le premier occidental à avoir été intronisé moine Shaolin et à avoir vécu au temple Shaolin en Chine pendant 5 ans. Sa sagesse m'a beaucoup émue. Ses mots sont justes, ses actes sont réfléchis. Pourtant, sa vie personnelle n'a pas toujours été rose. Dans cet épisode, il nous partage de grandes leçons de vie et de sagesse. La sienne d'abord, mais aussi ce qu'il a choisi de mettre en pratique pour ressentir une plénitude au quotidien. Pour lui, nous sommes tous une œuvre d'art et de même que le physique est limité, l'immatériel peut s'expanser à l'infini et c'est en laissant notre lumière intérieure se développer qu'on peut faire de très belles et de très grandes choses. Il ne tient donc qu'à nous de choisir qui on veut être. J'espère que cet épisode vous donnera autant de frissons et d'émotions qu'à moi. Michael nous partage de magnifiques images et citations. C'est une très belle leçon de vie qui nous permettra peut-être, enfin, de prendre conscience de notre potentiel et d'atteindre la plénitude. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Michael Renaud. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Michael Renaud, j'ai eu 38 ans, je vis en Champagne-Ardenne à Troyes. J'ai été champion de France de BMX à Vitry, champion de France de BMX à Bordeaux, vice-champion du monde catégorie expert à Madrid en Espagne, champion du monde catégorie master à Cologne en Allemagne, avant de me reconvertir dans les arts martiaux. Je suis parti vivre au temple Shaolin pendant 5 années et suis devenu le premier, non pas seulement français, mais aussi occidental, moine des 1500 ans d'histoire du temple Shaolin. J'ai actuellement, depuis mon retour en France en 2015, repris des études de médecine traditionnelle chinoise. Depuis le mois de janvier, j'ai ouvert mon cabinet où j'exerce donc cette discipline accompagnée du tai chi, qigong, méditation, kung fu, les arts martiaux traditionnels de Shaolin. Waouh, quel parcours. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens, à quoi ressemblait ton enfance? Alors, mon enfance, je suis né de père inconnu et j'étais seul avec ma mère jusqu'à l'âge de 3 ans. Où là, elle a rencontré quelqu'un et on vivait dans un studio, dans une tour. Le soir, il y avait des cafards qui couraient par terre. C'était un peu quotidien de l'époque. Ça breakait dans les halls avec des gros postes. T'as vécu une enfance un peu compliquée, en tout cas pas forcément toute rose. Tu me disais qu'avant
finalement découvrir le BMX, tu étais déjà un passionné d'arts martiaux. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette volonté finalement de porter des coups et d'être un guerrier? Alors effectivement, j'ai commencé à 8 ans par la pratique des arts martiaux japonais, ce qui était très courant à l'époque. Donc nous retrouvions souvent le karaté, le judo. Pas loin de chez moi, il y avait un club de judo et de jujitsu. Et d'ailleurs, des deux, ma pratique préférée était le jujitsu. On se retrouvait dans des applications un peu plus réelles. Judo, faut tenir le kimono, faire rouler. Et jujitsu, ça cogne. Dès le départ, j'ai compris que dans la rue, on n'est pas avec un kimono, on s'attrape pas par le col, on dit pas hajime, et puis après c'est parti. Et dans la rue, ça se passe de manière désordonnée avec des vrais coups. Déjà à cette époque-là, je voulais quelque chose qui soit applicable en réalité, ce qui a créé donc mon attirance naturelle vers le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'était donc un sport qui te permettait d'apprendre à te défendre en fait. Oui, le jiu-jitsu, c'est plus de l'autodéfense. Quand quelqu'un t'étrangle par derrière, comment se sortir d'un étranglement. Quand quelqu'un nous porte un coup, comment le parer avant de répliquer, que ce soit avec les membres supérieurs, les membres inférieurs, avec poing, paume, saisie, clé de bras. C'est quelque chose de d'assez complet et vraiment très très pratique, encore réel. Alors j'étais un peu de nature turbulente, plus petit, et comme on dit, j'ai grandi dans le quartier à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait souvent des conflits et pour pouvoir se permettre de se défendre, je suis naturellement dirigé vers la pratique des arts martiaux. Finalement, ensuite, après les arts martiaux, t'es passé au BMX, t'es devenu accro au vélo et au halfpipe surtout. Tu vas nous en parler. En quoi finalement le sport et le corps a été aussi important pour toi? Pourquoi ce besoin? Très intéressant comme question, ça me fait me faire face à moi-même et je me rends donc compte que c'était un échappatoire à un contexte familial discutable. Ouais, j'étais pas souvent à la maison parce qu'à la maison ça se passait pas bien du tout. J'étais dehors tout le temps et comment j'ai quitté le judo pour me tourner vers le BMX, c'est parce que les copains en bas s'amusaient avec des bicross qu'on appelait ensuite BMX, et s'amusaient d'abord à sauter des trottoirs, des petites bosses de terre. J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui pratiquait, où là je me suis retrouvé ébahi. Un beau jour, il m'a demandé si je voulais essayer. Et une fois en haut, quand j'ai demandé comment descendre, il a commencé sa phrase et en fin de compte, je suis parti comme ça. Et là, ça l'a surpris. Il a dit, c'est pas les gens en règle générale ont très peur de le faire. Toi, tu y allais tout de suite. Ça sent la graine, on va dire la graine de champion, mais il y a quelque chose. Donc, si tu veux prendre ta licence et venir avec nous, tu es le bienvenu. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. T'avais finalement peur de rien. Ouais, on peut dire ça. Finalement, tu t'entraînes beaucoup à tel point que tu deviens effectivement champion de France, champion d'Europe, champion du monde même de BMX à 17 ans. Oui, j'ai eu mon premier mentor, et donc c'est vrai que j'ai eu un bon exemple, mais ça ne fait pas tout. C'est d'ailleurs là où j'ai appris que dans la vie, tout ce qui se passe, c'est du 50-50, c'est-à-dire il faut travailler énormément personnellement, mais ça ne suffit pas, il faut aussi pouvoir rencontrer la bonne personne. Parce que si on a un niveau exceptionnel, mais qu'on reste tout seul dans son coin, rien ne peut se créer. Si on a la chance d'avoir des connexions, mais qu'on n'a pas le niveau, ça ne se fait pas non plus. Il y a un vieux dicton qui dit que la perfection n'est abordable que par la répétition. Et ça s'applique dans tout domaine. Hein. Ouais, c'est vrai. J'interviewais il y a quelques jours une illustratrice connue qui s'appelle Malika Favre et qui me disait que finalement, si on ne s'arrêtait jamais de dessiner, on ne pouvait que bien dessiner. Donc ça rejoint un peu la phrase que tu cites. Ouais, tous les jours, je garde juste un jour de repos par semaine. Tous les jours, je m'entraîne 1 heure. Ne rien faire, le corps se dégrade. Trop en faire, le corps s'use. Il faut toujours s'inscrire dans un juste milieu. Complètement. Tu as le titre de champion du monde à 17 ans. Et puis ensuite, tu fais une rupture des ligaments après ta victoire, en fait. Et tu t'intéresses de nouveau aux arts martiaux. Mais j'ai envie de te demander, finalement, c'était quoi ton plan si tu ne t'étais pas fait une rupture des ligaments? Ton plan de vie, tes objectifs ou ce dont tu avais envie? Génial, ça me fait très plaisir parce que cette question, on me l'a jamais posée. Et ben après avoir été champion du monde, j'ai été sélectionné pour les premiers X Games européens qui étaient à l'époque à Barcelone. Ouais.
J'ambitionnais aussi de partir aux États-Unis parce que c'était là où tout se passait. Mais à l'époque, comme j'étais encore jeune, je pouvais pas me permettre de faire les choses tout seul. Et j'ai jamais eu de soutien familial. Hein. D'ailleurs, moi, le jour où j'étais champion du monde, je suis rentré de Cologne. À la maison, il était 3 heures du matin. J'ai dit, maman, je suis champion du monde. Et il va te coucher demain, il y a de l'école. Ouais. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Donc, comme là où j'habitais, la communauté, il y a une communauté asiatique assez importante. Et naturellement, certaines personnes avec qui je suis devenu très proche. En particulier un ami vietnamien dont le père pratiquait les arts martiaux. Vraiment, ça me passionnait, il me parlait beaucoup de ça, il me montrait beaucoup de choses. Et c'est là où, à l'époque, il m'a prêté des vieilles VHS. Et le premier qui m'a passé, qui m'a fasciné, c'était Il était une fois en Chine avec Jet Li. Et à partir de là, je me suis réintéressé aux arts martiaux. J'ai commencé à racheter des magazines mensuels. Parmi eux, il y en a eu un où il y a eu une parution sur un moine Shaolin à Paris, venant de Chine, qui s'était installé à l'époque depuis 2001. J'y ai donc écrit une petite lettre et je suis allé le rencontrer. Et alors, qu'est-ce qui t'intéressait en fait dans les arts martiaux et dans cette culture Shaolin, cette philosophie peut-être même, on peut dire? Ce qui m'a fasciné dans les arts martiaux, c'est ses capacités physiques, ce potentiel vraiment. L'être humain en général n'utilise que 10 à 20% de son potentiel. Et là, c'est comme si je voyais des personnes qui utilisaient les 80 à 90% restants. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on développait aussi bien le potentiel physique que le potentiel mental. Un être accompli à son summum autant que possible. Parce que être très cultivé, mais être dans des conditions physiques discutables, c'est incomplet. Avoir des capacités physiques très élevées, mais être limité mentalement, on n'est pas complet non plus. Alors que là, se développer physiquement, mentalement, au niveau de la conscience, aller aussi loin que possible dans ce que peut faire un être humain, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Qu'est-ce que tu cherchais à maîtriser en fait par rapport à ton mental? Parce que ton corps, tu le savais le maîtriser puisque tu étais déjà sportif depuis longtemps. Qu'est-ce que tu cherchais à comprendre, à appréhender Déjà, même si j'étais sportif, quand même, quand je faisais du BMX, j'avais les 2 mains sur un guidon et les 2 pieds sur le pédalier. Donc, au niveau de la mobilité, c'est quand même restreint, même si ce qu'on fait est extraordinaire. Alors que les arts martiaux, quand on va commencer à aller dans des grands écarts, des mouvements très puissants, très réfléchis, avec des clés de bras, etc., où là, on doit prendre la médecine, comment est fait la structure osseuse du squelette, les muscles, ligaments, pourquoi ça passe comme ça. Et je trouvais ça super intéressant, puisqu'on nous sommes tous concernés. Avant de vivre dans une maison, dans un appartement, nous vivons tous dans notre propre corps. Puis pour le côté donc mental, cette maîtrise de soi, cette paix intérieure, parce que moi, étant donné que ça se passait très très mal à la maison, donc il y avait un côté impulsif. J'avais envie de trouver ce calme, ce bien-être et cette plénitude que dégageaient les moines bouddhistes. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un travail intérieur à faire pour atteindre un autre niveau de conscience. Et donc, en dehors du plan physique des arts martiaux, ce plan d'élévation de conscience au niveau spirituel, je pense que de souffrance intérieure, je devais rechercher un bien-être aussi de manière inconsciente. T'as rencontré ce moine qui était à Paris et puis t'as commencé vraiment à faire de plus en plus d'arts martiaux et à vouloir en fait entrer à Shaolin. Et tout ça, ça a pris pas mal de temps, je crois en fait. Il s'est passé de nombreuses années où tu continuais d'avoir une vie normale à travailler et tu vas nous expliquer. Mais comment t'as fait pour t'accrocher, surtout pour persévérer autant et en faire pendant autant d'années jusqu'à atteindre ton objectif qui était d'aller en Chine? Quand j'ai vu ce magazine, j'ai vu qu'il y avait un stage en Chine. Et c'est aussi pour ça que je l'ai contacté. Je voulais aller à Shaolin. C'est comme ça, je voulais y aller. Donc, quand j'ai rencontré en 2004, j'ai rencontré au mois d'avril. Au mois d'août, je suis parti avec lui. Et là, j'ai été séduit. Le mode de vie, l'architecture chinoise avec ses toits courbés, l'attitude, la bienveillance des uns envers les autres, la nourriture, ce côté relax. En rentrant en France, j'ai pris ma licence avec lui pour apprendre avec lui. Et comme lui, il venait de Chine, et là, vraiment, je suis rentré dans le fond du sujet et je trouvais ça
extraordinaire. Et je l'ai suivi, on est allé en Chine 3 années de suite ensemble, 2004, 2005, 2006. En parallèle, je suivais ses cours. Quand on allait là-bas, qu'on allait au temple, que je voyais ces moines dans leur tenue, cette fumée d'encens dans les montagnes avec les nuages, la brume qui court sur les falaises, je l'ai senti en moi, je voulais être là-bas, je voulais faire ça, je me sentais bien. Ce compromis entre un calme intérieur très profond et cette puissance énorme qu'on dégage dans la pratique des arts martiaux. Ouais, ici, de surcroît, le travail que je faisais après ne me plaisait pas, le contexte familial ne me plaisait pas, et c'est comme ça que j'ai vraiment voulu y aller. Tu es parti donc les premières années un petit peu, mais c'était, je crois, un mois, c'est ça, à chaque fois, tu partais pas toute l'année? Effectivement, au mois d'août 2004, 2005 et 2006. Est-ce que justement, pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais expliquer quand même ce que c'est que le temple Shaolin? Alors, Shaolin est un temple qui se situe au centre de la Chine, qui a 1500 ans d'histoire. C'est un temple qui a été bâti sous la dynastie Tang et qui avait pour vocation originelle la traduction des sutras bouddhistes. Le bouddhisme était originaire de l'Inde et lorsqu'il est arrivé en Chine, qui s'est répandu en Chine, il a fallu le traduire de l'hindou en langue chinoise. Ensuite, une cinquantaine d'années, on a le 28e patriarche du bouddhisme venu d'Inde qui s'appelle Bodhidharma, qui exerçait aussi l'art martial indien qui s'appelle le Kalaripayat, qui allait rendre visite à l'empereur. Et après avoir été rendre visite à l'empereur, s'est rendu au temple Shaolin, où il a vu, comme dit l'histoire, la condition physique discutable des moines à force de rester assis les jambes croisées à méditer. Et il a commencé donc à leur proposer des exercices de fortification du corps, puisque si on ne bouge pas, le corps se dégrade. Et étant donné qu'il connaissait aussi les techniques guerrières du Kalaripayat et que le temple était dans les montagnes, comme tout lieu de culte, on va retrouver des objets, des statues en or ou en pierres précieuses. Et les brigands, eux aussi, se cachant dans les montagnes, allaient souvent piller le temple. Et ils ont donc voulu commencer à apprendre les arts martiaux pour défendre les lieux. Et c'est comme ça qu'est arrivée la pratique des arts martiaux au temple Shaolin. Il y a eu des batailles légendaires qui lui ont bâti une très grande réputation. En premier, l'empereur appelait l'armée. Si ça n'allait pas, il appelait l'armée impériale. Et quand l'armée impériale ne suffisait pas, en dernier recours, il appelait Shaolin. Et donc, de 2004 à 2006, et puis ensuite les années suivantes jusqu'en 2010, finalement, tu découvres vraiment cette culture, tu apprends. Mais en attendant, tu continues de vivre en France et d'avoir une vie normale. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, en fait, avant que tu partes pour 5 ans au temple Shaolin. La journée, le travail. Par exemple, j'ai une période où j'ai été charpentier. Je finissais entre 17 et 18 heures. Je montais dans la voiture et je fonçais à la gare pour arriver à temps pour le cours de kung-fu avec le maître. J'y retournais aussi parfois le week-end, je m'entraînais le soir de mon côté, et mon maître a vu que je m'investissais vraiment, que en dehors des cours, je m'entraînais aussi sérieusement. En fait, si tu veux, moi, je voulais pas aller à un cours de kung-fu le soir, la semaine. Je voulais être un moine Shaolin. Ouais. Je voulais pas leur ressembler, je voulais en être un. Là aussi, je savais que c'était vraiment qu'en s'entraînant encore et encore, qu'on peut progresser, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut s'élever et qu'on peut y arriver. C'est que par le travail. Et comme a dit Confucius, celui qui fait ce qu'il aime n'a pas travaillé un seul jour dans sa vie. On va en avoir plein, je sens des citations dans ce podcast. J'adore. C'est quoi la différence finalement entre le toi d'avant et le moine Shaolin? Le mois d'avant, j'étais quelqu'un d'impulsif. Étant donné qu'il y avait plein de choses que je considérais comme injustes dans ma vie, la famille, des choses, j'étais très en colère. J'étais le genre de personne qui pouvait mettre des coups de poing dans les portes, faire des trous. Je suis passé à quelqu'un de plus posé, plus zen, plus calme, plus réfléchi, qui préfère la réflexion à la réaction. Plus une attitude méditative. Dans mon quotidien, tous les jours, j'ai la cérémonie du thé traditionnel chinois. Ouais, je prends le temps de respirer aussi, de me relaxer, d'arroser mes plantes. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir réellement à maîtriser justement son corps et son esprit quand on est quelqu'un d'impulsif grâce à une discipline? Toi, tu as réussi à te discipliner parce que justement tu n'es plus impulsif aujourd'hui, mais est-ce que ça t'arrive encore de perdre le contrôle? Ouais, ça peut m'arriver.
Après, nous avons tous en nous les mêmes traits de caractère, les mêmes sentiments qui sont plus ou moins développés d'une personne à l'autre ou suivant ce qui se passe. On a tous l'amour, la tristesse, le chagrin, la colère, la nostalgie. Voilà, quand on prend toutes les choses, on s'inscrit dans un contexte. On a aussi notre génétique personnelle. Il y en a qui sont cool de nature, rien va les atteindre. D'autres pour rien, ils vont aller vraiment très loin. Donc on a tous aussi notre terrain qui nous est propre. Et la différence, c'est que avant je m'en rendais pas compte, et quand ça m'arrive, je m'en rends compte. Est-ce qu'il y a des exercices, des choses que tu fais qui fonctionnent à chaque fois pour te calmer? Alors, il y a une chose super simple et il y a des explications à ça, une inspiration lente et profonde avec une expiration lente et profonde. Quand on va inspirer calmement, lentement, profondément, on va avoir une grande quantité d'air qui va rentrer dans nos poumons, qui va oxygéner le sang, qui va aller oxygéner le cerveau. Ça va donc nous apporter une certaine plénitude. En faisant ça, on ralentit notre respiration. En ralentissant notre respiration, on ralentit notre rythme cardiaque. Et en ralentissant le rythme cardiaque, arrive ce côté plus calme, plus apaisé. Faut se dire aussi, je ne donne pas la liberté aux éléments extérieurs d'avoir un pouvoir sur mon fort intérieur. Donc, en fin de compte, on peut aussi se dire, ça, c'est effectivement, c'est un événement extérieur. Je choisis ou non d'y réagir et d'être impacté ou pas. Et donc, finalement, tu pars en 2010 à Shaolin pour 3 ans à la base et t'en restes 5. Tu te fais même introniser moine Shaolin, donc sur place. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être moine Shaolin et qu'est-ce que ça veut dire une vie de moine Shaolin? Alors, quand j'ai voulu aller là-bas, on m'a dit, tu iras pas en Chine. J'ai fait ce que j'ai pu, j'y suis allé. Quand je suis arrivé en Chine, j'étais à côté de Shaolin, j'étais pas dans le temple, j'y suis rentré. Et une fois rentré dans le temple, pareil, on m'a dit, tu pourras pas être ordonné moine. Et à la 3e année, j'ai été ordonné moine. On a 3 années de base, on dirait comme de thèse dans le temple, où on va suivre le rythme de vie du matin au soir. Le matin, on va se lever à 5 heures. À 5h30, on va avoir le rituel de réciter les sutras, après lequel on a un petit déjeuner. Ensuite, on a les entraînements d'arts martiaux. Il y a aussi des cours de calligraphie, de bouddhisme, etc. Et on est souvent mis à l'épreuve pendant ces 3 années. On regarde la personne, son fort intérieur, sa manière d'être, de réagir, quelle est sa nature. Et au bout des 3 années, si il a travaillé correctement, qu'il a atteint un certain niveau, que son fort intérieur n'est pas discutable, la personne peut à ce moment-là demander à participer aux cérémonies d'intronisation, chose qui n'est pas forcément acceptée. Et alors, quels sont tes devoirs et tes obligations en tant que moine Shaolin? Déjà, on va retrouver les vœux les plus courants du bouddhisme, qui sont ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas s'abandonner dans les plaisirs sexuels, ne pas surconsommer tout, que ce soit nourriture, pas s'abandonner dans l'alcool. On devient aussi ambassadeur ensuite de cette culture, raison pour laquelle il faut d'abord bien apprendre pour ensuite pouvoir la transmettre. Puisqu'en fin de compte, on hérite d'un savoir qui est perpétué de génération en génération, et les maîtres qui nous l'ont transmis, eux aussi un jour vont s'en aller, qui l'ont reçu eux-mêmes de maîtres qui aujourd'hui ne sont plus là. On a ce devoir de le perpétuer. Concernant Shaolin, on a aussi la pratique des arts martiaux. La pratique des arts martiaux à Shaolin est très vaste, donc on apprend les bases un peu dans tout, et après on va se spécialiser dans ce qui nous convient le mieux. Quelqu'un qui est souple naturellement, sans s'entraîner, qui fait déjà des grands écarts, il peut s'amuser avec des coups de pied, etc. Celui qui a de la puissance dans les poings, mais qui rate des jambes, c'est ça qui s'attarde à perdre son temps là-dessus, mais qui développe plutôt sa puissance d'en haut. Et au bout de plusieurs années, on peut prétendre nous aussi à la compréhension, l'assimilation et la maîtrise. Et là, d'un côté, on est aussi responsable de quelque chose de haute valeur, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel d'ailleurs. Quand t'es arrivé, quand t'as commencé en 2004 à aller 1 mois tous les étés à Shaolin, tu parlais pas chinois à ce moment-là. Comment t'as fait en fait pour t'en sortir et puis pour apprendre au fur et à mesure des années, parce que le chinois c'est quand même une langue qui paraît très 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 complexe. Alors moi ce que j'avais pris, c'est que j'avais acheté un petit bouquin où il y avait bonjour, au revoir, merci, on compte jusqu'à 10, et j'ai commencé avec ces choses-là. Et puis je me suis débrouillé comme je peux, et quand j'y suis resté, c'est simple, avec mon maître ou les autres personnes, je montrais un objet, je lui demandais comment ça s'appelle, et puis je notais tout dans un carnet. Comme j'étais tout seul
en immersion. J'en demandais tous les jours. Du coup, je les utilisais tous les jours. J'ai donc accumulé du vocabulaire. Petit à petit, avec du vocabulaire, on commence à les assembler, à faire des phrases. Quand on commence à faire des phrases, on commence à s'exprimer. Et ensuite, on comprend le fonctionnement schématique en parlant avec les autres, en les entendant, en voyant comment ils construisent les phrases, comment on fait, en rajoutant les mots de vocabulaire. Donc, t'as pris aucun cours, en fait. Non, aucun. Autodidacte. Et tu parles couramment chinois? Oui. Oh là là, incroyable. Chapeau. Alors, merci. Et pour l'écriture, concernant les caractères, ça, je l'ai appris pour échanger avec des textos. C'est comme ça que j'ai appris les caractères chinois. Quelle est la définition du bonheur quand on est moine Shaolin et plus particulièrement quand on est bouddhiste? Une plénitude intérieure. On se contente de peu. En se contentant de peu, on a peu. En ayant peu, nous avons moins de formation mentale. En ayant moins de formation mentale, notre esprit est plus apaisé. Nous sommes aussi donc plus retirés des choses, moins attachés des choses. On comprend que ce qui pose une bonne partie de notre souffrance, c'est notre attachement aux choses, à vouloir les figer dans le temps. Tout est changement, tout change constamment à chaque instant. Nous, on voudrait que notre téléphone neuf reste tout le temps neuf, comme notre voiture. Dès qu'il y aura une rayure, quelque chose comme ça va nous impacter. On est attaché à toutes ces choses-là. On voudrait figer les choses, qu'elles restent toujours pareilles, même avec les gens, avec les proches, que personne n'aille, ne vienne, ne parte. On veut pas mourir. On veut pas mourir, effectivement. Alors là, on comprend au bout d'un moment que ça, on peut rien y faire, même si c'est embêtant. Et pourquoi aussi, en ce moment, je me donne autant, je travaille aussi dur, je donne à fond tout ce que j'ai. Je sais pas combien de temps il va me rester à vivre. Je sais que le temps que j'ai encore sur cette terre m'est compté, que c'est pas infini et que là, j'ai encore de la pêche et de l'énergie pour faire des choses. Cette pêche, cette énergie va diminuer petit à petit et je vais pas me contenter de manger, dormir, aller chercher un salaire, aller tous les jours au même endroit avec les mêmes personnes, répéter la même activité rébarbative. Non, je vais être épanoui. On est arrivé sur Terre, on peut faire le choix d'être un apport ou d'être un ajout, de s'accomplir ou pas. Et peu importe notre contexte de vie de départ, qu'on vienne d'une famille géniale ou pas, fortunée ou pauvre, toute personne a une légende personnelle à accomplir. On n'est pas là par hasard. Il y a des personnes qui, avec une situation similaire ou pire que la nôtre, arrivent à faire mieux que nous. On n'a pas d'excuses. Il faut travailler, c'est tout. J'ai des gens qui me disent, je travaille la journée. Ils font c'est 7 heures par jour quand on fait 35 heures. Tu vois, moi, j'ai le cabinet. Ce que je fais, c'est que dans une journée, j'ai 3 jours. Le matin, je me lève à 4h30. De 4h30 à 10h, 11h, c'est ma première journée. Je vais bosser ma médecine pour mon examen. Je vais faire mon entraînement de kung-fu, je vais préparer telle interview ou tel papier administratif, etc. Après, pour reposer ma tête, je m'arrête un coup une demi-heure où là, je bois mon thé dans le calme. Je vais faire le choix soit de vider ma tête, soit de préparer ce qui est à venir. Là, j'écoute mon ressenti. Après, je fais ma deuxième journée jusqu'à 18h qui va être les consultations au cabinet. Et ensuite, j'ai ma troisième journée le soir où là, je dois rentrer à la maison, où j'ai 2 enfants qui sont à ma charge. On a plusieurs manières de gérer le temps. La personne banale qui se rend pas compte de l'importance de la chose va le faire une fois par an. Un point sur soi-même, au jour de l'an, c'est marrant. Quand on est dans des entreprises, l'entrepreneur de base, lui va le faire une fois par mois pour voir par rapport à sa boîte. Celui qui par contre est plus exigeant, comme des gens qui veulent faire les JO, des choses comme ça, vont regarder d'une semaine à l'autre la progression. Après, on arrive à l'élite, ceux qui vont regarder chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait mieux, c'est qu'hier, et après, on a l'élite de l'élite. C'est-à-dire, là, chaque fois, quand une heure elle est passée, je vais regarder si j'étais productif ou non. Parce que ma journée est tellement occupée que chaque heure est importante. Donc, rêvasser, aller sur des applis, faire autre chose ou pas, l'élite de l'élite, c'est regarder si chaque heure qui vient de se terminer était productive ou non. Et en utilisant aussi ces méthodes, peu importe notre condition, qu'on ait de pouvoir financier ou non, qu'on travaille ou non, on va faire aussi des choix financiers. Il y en a, ils vont acheter un paquet de clopes par jour, ça fait 300-400 euros par mois. D'autres, ça va être une bouteille de whisky. L'autre, ça va être ses jeux vidéo. L'autre, ça va être ses paires de baskets. Bon, là aussi, on fait le choix de retourner à l'essence des choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est manger, dormir, me vêtir, avoir un toit au-dessus de la tête. Voilà, tout ce que je fais au-delà, c'est un caprice en réalité parce que c'est pas nécessairement vital. Et donc là, à partir de là, ce que je peux faire et qui est le plus important de tout, c'est investir sur moi-même. Comment je fais pour avoir ces connaissances? Il faut qu'elles soient accessibles. Rien ne tombe du ciel. Il faut bien se former.
D'ailleurs, dans ce qu'on fait, il est important aussi d'avoir de la communication, du leadership, du business master, etc. Au lieu de s'acheter un tas de choses inutiles, on se paye des choses comme ça, ou on place aussi pour pouvoir ouvrir son affaire, son cabinet. En réalité, il y a pas d'excuse. On fait des choix ou pas. Il est toujours plus confortable de se mettre dans la position de la victime. Comme ça, on se déresponsabilise et c'est la faute des autres ou la faute de la vie ou la faute du monde. Sauf qu'en réalité, nous sommes responsables de nos choix de faire ou de ne pas faire. Parce qu'on choisit pas à qui on ressemble d'avoir les yeux bleus, verts, noirs, jaunes, rouges. On choisit pas notre visage d'être beau, d'être grand, d'être petit. Par contre, on choisit d'être qui on est. Et sur ça, on n'a pas d'excuses. Wow, tu m'as tiré les larmes là. Merci. Je t'en prie. Tu as deux enfants donc aujourd'hui dont tu t'occupes. Tu n'es plus avec la maman et c'est des enfants que tu as eu avant du coup ou après Shaolin? Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a caché une grossesse qu'on m'a annoncée au 4e, 5e mois. Et comme moi, déjà, j'étais né de par inconnu, je me suis dit, attends, on va pas répéter le truc parce que c'est déjà dès 2006 que j'envisageais d'y aller. Et mon fils est né en 2006 et c'est pour ça que tu vois dans mon cursus que de 2006 à 2010, il n'y a rien. T'étais jeune, hein? Oui, 23 ans. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va pas le laisser tout seul, voilà, on va essayer. Puis, comme moi, j'étais fils unique et que je sais que c'est génial de jouer tout seul avec soi-même dans sa chambre, c'est super épanouissant. Je me suis dit, bah, pour qu'ils vivent pas la même chose, ce serait bien quand même qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur. Donc, je me suis dit, essayons de construire. Sauf que là, t'apprends après avec le coup que tu ne peux pas retenir une personne par quelque moyen que ce soit. La relation devient conflictuelle, les choses ne se passent pas comme tu l'aurais aimé et obligatoirement, au bout d'un moment, ce qui doit se passer se passe. Et d'ailleurs, c'est aussi une des leçons dans le bouddhisme. Il est inutile de retenir les choses. Pourquoi es-tu retourné à Troyes après Shaolin et pourquoi avoir finalement quitté Shaolin? Est-ce qu'on peut pas rester, continuer à être moine sur place? J'ai découvert comment se passaient les choses parce que pendant ces 5 ans en Chine, je revenais chaque année pour les périodes de fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, et puis l'été pour voir les enfants, tout ça. Et j'ai donc voulu intervenir par rapport, les enfants étaient dans des situations discutables, et donc les enfants ont été mis à ma charge. Et le maître supérieur me disait là-bas, tout ce que tu fais ici, c'est pour être un pont entre nous, la culture Shaolin et l'Occident. Il m'a dit un jour, il faut que tu gères un Shaolin en France. Et moi, quand je suis rentré en France, je voulais pas retourner travailler, reprendre cette vie d'avant, un salaire, se lever tous les jours à la même heure. Je ne supporte pas. Alors, je me suis redirigé tout naturellement dans la médecine traditionnelle chinoise, où j'ai fait l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de France à Paris, dans le but d'ouvrir mon cabinet, et donc je voudrais faire la première structure hors Chine mondiale qui regroupe les 3 trésors de la médecine chinoise qu'on appelle Chan Wu Yi. Il faut que je rentre à la maison, je repasse à Shaolin, et ce projet, si jour où il se concrétise, eh bien il y a le grand président du temple qui, avec une délégation, viendra faire une cérémonie d'ouverture officielle. Tu as monté un centre de soins traditionnels chinois où tu soignes d'abord avec justement la médecine chinoise, et tu fais aussi des massages, tu enseignes les arts martiaux, tu enseignes la cérémonie du thé. C'est donc un centre qui est à Troyes. Est-ce que la vie française ne te rattrape pas parfois? Est-ce que comment tu arrives à persévérer finalement dans cette philosophie, ce mode de vie, sans être pollué par ce qui se passe autour de toi, pour rester fidèle à tout ce que tu as appris et garder cet état d'esprit? J'ai fini par me sentir pollué par tout ça et je retrouve mon bien-être depuis que le centre est ouvert. Parce qu'en fait, quand je suis ici, je suis dans mon temple. Cette plénitude que j'avais à l'intérieur de moi quand j'étais à Shaolin, je la retrouve depuis que le centre est ouvert. Est-ce que toi, t'es heureux aujourd'hui? Et quels conseils tu pourrais nous donner de cette philosophie de bien-être? Alors comme tout le monde, il y a bien une bricole ou deux qui me fatigue quelque part, puisque rien n'est jamais parfait. Mais sinon, dans la globalité, comme dit l'expression, je me sens super bien dans mes pompes. Je vois que tous les efforts que j'ai fournis pendant des années me reviennent. On sait que pour une bonne qualité de vie, on a 3 pivots essentiels en tant qu'être vivant, quelle que soit notre couleur de peau, notre culture, notre âge, le continent sur lequel on est. Déjà, une alimentation qui soit correcte, une activité physique et un sommeil réparateur. Si on a une alimentation qui est correcte, on va avoir un système digestif qui traite correctement ce qu'il reçoit. On va donc avoir un sang nutritif qui, lui, en se diffusant depuis les moelles les plus profondes des os,
tendons, muscles, ligaments, dermes, épidermes, organes, moelle cérébrale, une qualité optimale. Avec l'activité, si on ne fait rien, on se dégrade. Si on en fait trop, on s'use. Si on bouge, on s'entretient. On dit que le ruisseau dans la montagne, qui est en mouvement constant, est clair et bon à boire. La mare, qui elle est stagnante, finirait par devenir nauséabonde, impropre à la consommation. Le corps qui ne bouge pas s'apparente à cette mare nauséabonde. Il faut donc bouger. Tout ce qui n'a pas la place dans le corps partira par la sudation, les urines et les selles. Et il faut aussi surtout pas négliger le sommeil. C'est là que notre organisme va se régénérer. Notre état émotionnel se restituer, se reconsolider. Déjà, c'est vraiment les trois pivots de base. Ensuite, pour se sentir heureux, il faut faire ce qu'on aime. Il faut surtout pas hésiter à changer de vie. Quand j'ai fait du BMX, que j'ai voulu être champion du monde, ça fait rire les gens. J'ai voulu le faire, je l'ai fait. Donc surtout, il faut pas écouter les gens aussi qui veulent nous dire mais non, tu peux pas, qui veulent nous dissuader. Ça, c'est leur carte du monde à eux. Et d'ailleurs, si ces gens-là n'ont jamais rien fait, c'est parce qu'ils pensent comme ça. C'est pas parce qu'ils pensent comme ça qu'on doit penser comme eux. Faisons ce qu'on aime, hein, soyons épanouis. On a tous un potentiel différent. Il y en a qui vont aimer écrire, écrivez. Il y en a qui vont aimer peindre, peigner. Donc, on est tous doués pour un domaine. Faisons ce qu'on aime et n'hésitons pas à changer de vie, puisqu'il y a d'ailleurs un très bel ouvrage d'une aide-soignante dont j'ai oublié le nom à ce sujet, qui a été avec énormément de personnes en fin de vie. Et ce qu'il en ressort à chaque fois, sur 80% des cas, c'est que les gens regrettent de n'avoir pas dit aux personnes qu'ils aimaient qu'ils les aimaient vraiment. Ensuite, beaucoup de personnes ont regretté de n'avoir jamais osé faire ce qu'ils auraient voulu faire, de s'être contentés de ce travail, de ce train-train, et finissent dans le regret. Ils sont pas épanouis parce qu'ils sont dans un contexte qui ne leur plaise pas, dans une vie qui leur plaise pas. Moi, j'ai repris mes études, mon doctorat de médecine, là, traditionnelle chinoise, je l'ai repris à 35 ans. Et si des fois on sait plus trop, on peut regarder ce qui nous passionnait quand on était enfant. Qu'est-ce qui nous attirait quand on était petit? Vraiment, en s'écoutant soi-même, en écoutant son cœur, en fournissant des efforts, il est possible de faire des choses et de vivre heureux. Si tu recommençais ta vie aujourd'hui, en sachant tout ce que tu sais maintenant, à 38 ans, qu'est-ce que tu ferais? Que changerais-tu? La différence, c'est que je l'aurais fait mieux et que je l'aurais fait encore plus haut et que je l'aurais fait encore plus loin et que je serais en avance par rapport à comment c'est fait aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire en ce moment, je comprends le premier endroit dans lequel nous vivons, comme je dis souvent, qui est ni notre maison, ni notre appartement, mais notre corps. Et si nous savions comment nous sommes faits, mais nous sommes une œuvre d'art, c'est extraordinaire. Et notre potentiel extraordinaire qui est, si nous sommes l'association de deux choses, de ce corps physique, de cette âme ou de cet esprit, c'est la combinaison des deux qui font nous. Donc non seulement on a cette cathédrale, cette œuvre d'art, mais il y a aussi ce bijou immatériel et impalpable qui fait la puissance de notre être, de la capacité qui vit à l'intérieur de nous et que si on la laisse s'exprimer peut nous permettre de faire de grandes choses. Et ça, c'est de même que le physique est limité, l'immatériel, lui, peut s'expanser à l'infini. Et c'est là où, en laissant développer vraiment notre lumière intérieure, on peut se permettre de faire de très belles et de très grandes choses. Écoute, merci beaucoup, Michael. Chapeau, vraiment. Merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces belles leçons de vie. Nous sommes une œuvre d'art. Michael nous a donné de nombreuses leçons de sagesse dans cet épisode. Lors de cette conversation, j'ai donc récolté pour vous plusieurs petites clés que je vous invite à mettre en pratique ces prochains jours. 1. La perfection n'est abordable que par la répétition. Pour apprendre à marcher, combien de fois sommes-nous tombés? Si nous souhaitons devenir le meilleur dans notre domaine, il suffit de travailler, de tomber, de se relever et de recommencer. Inutile de trop travailler ce que nous savons déjà faire. Il s'agit de faire des efforts sur nos points faibles. Plus facile à dire qu'à faire, certes, mais cela n'en vaut-il pas la chandelle? Mon conseil en cas de perte de motivation, arrêter de réfléchir et faire les actions nécessaires pour ne pas laisser le temps à notre esprit de donner son avis. 2. Sans respiration, nous ne vivrions pas et pourtant, nous accordons bien trop peu d'importance à nos inspirations et à nos expirations. D'ailleurs, a-t-on vraiment appris à respirer, à oxygéner notre sang et notre cerveau? De façon très pragmatique, en ralentissant notre respiration, nous ralentissons notre rythme cardiaque et de cette façon, nous pouvons nous apaiser. 3. On a tous une légende personnelle, une mission à accomplir. Cela ne veut pas dire que nous devons faire en fonction des autres.
Cela signifie que nous devons aller au bout de ce que nous ressentons être bien pour nous. Tout est possible, la vie est à nous, c'est la nôtre. Et on a cette chance d'avoir un cœur qui bat. Profitons de ce passage sur Terre pour accomplir nos rêves et faisons régulièrement un point sur nous-mêmes pour prendre la température de notre bonheur. 4. Peu importe là d'où on vient, ce qui nous a été donné ou pas dans la vie, on choisit d'être qui on est et on n'a pas d'excuses. On est responsable de nos choix, de faire ou ne pas faire. On a tous un potentiel différent à exploiter, à méditer. 5. Il y a 3 pivots essentiels pour être heureux. Une alimentation équilibrée pour avoir un bon système digestif, un sang nutritif, et une qualité optimale de notre corps et de notre esprit. Une activité physique pour s'entretenir, tout comme l'eau de la montagne, si elle est en mouvement constant, elle est claire et bonne à boire, et si elle stagne, elle est impropre à la consommation. Il en est de même pour notre être. Un sommeil réparateur pour régénérer notre organisme et reconsolider notre état émotionnel. Alors ne négligeons pas nos heures de sommeil. 6. Le temps passe vite et on ne sait pas quand ça s'arrête. Alors disons je t'aime à ceux qui nous sont chers et osons faire ce qui nous donne envie. Arrêtons notre train-train si ça ne nous convient plus. Ajoutons du sel dans notre vie. Après tout, on n'en a qu'une. Et pour finir, voici ce que je vous propose de faire cette semaine. Appelez ou allez voir ceux à qui vous n'avez jamais osé dire que vous les aimiez. Dès la fin de ce podcast, ne remettez pas ça à plus tard, faites-le maintenant. Un membre de la famille, un ami, une personne que vous venez de rencontrer. L'amour n'a pas de temporalité, on n'est pas obligé d'aimer pour la vie. On peut aimer quelqu'un un moment, et ce moment peut être court ou long. D'ailleurs, on ne sait jamais combien de temps on va aimer l'autre. Alors disons-le avant que ce ne soit trop tard. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram, @provoque-podcast, ou par email, provoquepodcast@gmail.com, afin de recevoir la newsletter. J'espère que les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.